va commencer. Les équipes, elles ignorent leurs failles de sécurité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a probablement une faille chez vous, dans vos applications. Il y a eu une étude en 2020 sur pas mal d'applications, plutôt aux États-Unis et en tout cas en Amérique du Nord. Mais ça reste des applications qui sont assez proches de ce qu'on développe nous aussi. Et donc, il y avait 50% de ces applications qui contenaient une faille critique. Quand on dit une faille critique, c'est de l'accès à des données personnelles des utilisateurs ou de l'exécution du code sur le serveur où était hébergé le code de l'application. Donc, très critique. Qu'est-ce que ça veut dire ignorer ? Il y a deux choses. On n'est jamais allé les chercher, on ne sait pas qu'elles existent, ces failles. Mais il y a aussi le moment où on sait qu'il y a une faille qui existe et elle n'est pas priorisée. Et elle est quelque part dans le backlog, ou elle est quelque part dans la tête d'un dev qui est tombé dessus et qui s'est dit que ce bout de code était bizarre, mais qui n'en a rien fait derrière. Alors pourquoi est-ce que ces failles sont ignorées ? Est-ce que vous avez des petites idées ? Pourquoi on ignore une faille ? Il y en a qui font de la sécu ici. Qui fait de la sécu ? Pas énormément de mains. Du coup, déjà, est-ce que vous avez des idées pourquoi les autres ne corrigent pas leurs failles ? Ouais. C'est un très bon point. Donc la priorisation. Et les autres, ceux qui ne font pas de sécu, pourquoi vous ne faites pas ? Ouais, il y a une question d'impact. C'est un très très bon point. Ce sera le troisième point. C'est hyper important. Je pense qu'il y a aussi la complexité et le fait que ça fait peur. Donc, une faille de sécurité, en fait, c'est quoi ? C'est plein de choses. C'est super complexe. Quand on a une application super basique, là, je ne vous parle même pas de quand on devient une grosse boîte et qu'on a plein d'applis ensemble et tout. Là, j'ai ma petite appli, j'ai mon front, mon back. Voilà, je peux peut-être avoir une base de données. Peut-être que je stocke des fichiers. Mes failles de sécurité, elles peuvent arriver à tous les endroits de mon application. Et en plus de ça, il y a des nouvelles vulnérabilités qui sortent tous les jours. En moyenne, il y en a 50 nouvelles CVE. C'est que sur les dépendances d'ailleurs, c'est pas les failles que vous introduisez, c'est sur les dépendances qui sont utilisées. Il y en a 50 nouvelles par jour. C'est pas forcément vos dépendances, mais il faut quand même aller savoir est-ce que c'est mes dépendances qui sont impactées ou pas. Donc ça marche pas très bien si on doit aller le regarder à la main et analyser à chaque fois. Donc voilà, ça peut arriver partout. Il y a de la sécurité qui évolue tous les jours et on ne sait pas forcément ce qu'il faut en faire. Il y a aussi le manque de responsabilité. C'est très lié à la priorisation. Et moi, souvent dans les équipes, quand je vois quelqu'un qui dit ok, on va s'en occuper, on va faire une réu et puis on va voir ce qui va se passer. Et souvent, à la fin de la réu, on dit on va s'en occuper. Ça, je déteste. Vraiment, quand tout le monde est responsable de quelque chose, personne ne va en être responsable. Et je suis sûre que vous avez tous eu ça, et pas forcément sur des failles de sécurité, hein, ça peut être sur un bout de code que vous avez trouvé pas top dans votre projet et vous l'avez mis en rétro, puis il y a eu puis voilà, et puis après c'est tombé dans l'oubli et plus personne s'en est occupé. C'est pareil pour les failles de sécurité, si elles ne sont pas priorisées, s'il n'y a pas une personne qui porte cette casquette. Et donc, voilà, on a la priorisation, le delivery qui va passer devant, et les membres de l'équipe, ils ont déjà 1000 autres choses à gérer, et donc ils ne vont pas gérer la sécurité. Et il y a aussi l'impact. Alors moi, j'aime bien dire que l'impact, il est non immédiat, parce que souvent on me dit, oui, mais on ne sait pas si ça va arriver. C'est pas ça. On ne sait pas quand est-ce que ça va arriver. Les attaquants, ils passent leur temps à automatiser. Ils automatisent les tâches, ils automatisent comment ils attaquent, ils automatisent les scripts qui sortent. Il y a pas si longtemps, je pense que vous le savez, il y a eu des énormes failles sur Log4j, par exemple. Et 3 mois après, il y avait déjà des bots qui scannaient le web entier pour essayer d'exploiter cette faille. Et alors, ils n'arrivaient pas à exploiter 100% des endroits où il y avait la faille. Et évidemment, ils ne le trouvaient pas non plus dans toutes les applications. Mais c'était tellement automatisé que ça leur a déjà permis de trouver énormément d'endroits à exploiter. Et en fait, si vous laissez les failles dans votre application, les scripts des attaquants ils vont évoluer et un jour, ce sera à votre tour et vous serez attaqué. En plus, si vous vous intéressez aux failles dans votre application, peut-être que vous allez uniquement trouver un bug, un petit truc
une petite fourmi qui s'est cachée. C'est quoi un bug? Un bug, c'est un défaut de conception ou de réalisation dans un programme informatique avec des anomalies de fonctionnement. Donc, effectivement, une faille de sécurité, c'est une anomalie de fonctionnement. C'est quelque chose qu'on n'a pas compris et qu'on a mal codé. Il y a quand même des différences avec un bug. Déjà, c'est pas vos utilisateurs ou votre métier qui vont le remonter en général. Ou alors, si votre utilisateur le remonte, voilà, parfois ça vous coûte un peu cher. C'est difficile d'en mesurer l'impact. Quand est-ce que ça va être exploité? Est-ce qu'il faut le prioriser tout de suite ou pas? Et parfois, c'est complexe à corriger. Donc, voilà, il faut parfois investir beaucoup de temps, beaucoup d'argent, beaucoup d'équipes pour pouvoir le corriger quand ça touche vraiment à l'ensemble du système. Donc, moi, je me suis dit, OK, je vais m'y intéresser dans mon application. Donc, j'ai pris le top 10 de l'OWASP. Qui sait ce que c'est l'OWASP? OK. Donc, une bonne partie quand même, c'est ce que c'est l'OWASP. Pour ceux qui ne savent pas, l'OWASP, c'est un regroupement de personnes donc, qui ont fondé une association qui s'appelle Open Worldwide Application Security Project. Et leur but, c'est aider à sécuriser le web et depuis quelques années aussi les applications mobiles, le cloud, etc. Et tous les 3-4 ans, ils sortent un top 10 des plus grosses failles, des failles qui sont les plus impactantes et les plus retrouvées. Donc ça, c'est le top 10 du web. Et donc, par exemple, si on s'intéresse au top 1 qui est sorti en 2021, c'est le contrôle d'accès qui est cassé, qui est mal implémenté. Donc moi, je me dis, je vais essayer de faire ça dans mon application. Donc je regarde mes contrôles d'accès, je vais regarder toutes mes routes. Puis je me rends compte qu'en fait, j'ai quand même beaucoup de routes dans mon application. Et en plus, je ne connais pas forcément tous les processus métiers derrière. Donc bon, ça me prend du temps, quoi. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas le faire à la main et en plus, je ne peux pas le faire tout le temps. Donc, il faut automatiser. Et donc, et si vous êtes serein sur votre sécurité alors que vous n'avez pas automatisé, en fait, vous êtes au milieu des flammes et vous ne vous en rendez pas compte. Votre appartement, il brûle et il n'y a pas de système de détecteur de fumée. Donc, vous êtes en train de dormir, mais vous ne savez pas. Vous ne savez pas que ça brûle autour de vous. Donc, il y a plein d'outils qui sont hyper cool. Moi, un outil que j'aime beaucoup, c'est SEMgrep, donc, que je vais vous présenter un petit peu, et qui permet de trouver déjà une partie des failles classiques dans son application. Ça utilise du SAST, donc un système, c'est un système d'analyse de code statique. Donc, ça prend un petit peu de temps, pas énormément, mais bon, quand même un peu. Donc, je l'ai lancé en amont. Je l'ai lancé sur JuiceShop. JuiceShop, c'est un des projets de l'OWASP. C'est une application web qui est volontairement vulnérable. Donc, il y a plein de failles différentes. Et donc, ça permet de faire, par exemple, des tests d'intrusion, de tester si on peut trouver les failles. Ça permet d'analyser du code, de voir comment on peut corriger. Enfin, en tout cas, l'objectif, c'est de se former et de trouver des choses. Donc, j'ai lancé mon SEMgrep. Et donc là, je vois les différentes failles de mon application. Donc, il y en a pas mal. C'est assez cool. Elles sont plutôt bien organisées. Je peux les mettre par là où il y en a le plus, là où elles sont les plus sévères. Je peux aussi mettre là où j'en ai le plus. Donc, c'est probablement là où je dois former mes développeurs au plus vite et partager la connaissance. Et en plus, j'ai plein d'informations. Donc, je peux aller voir le détail de la faille, à quoi elle ressemble. Et j'ai même à quel endroit elle est dans mon code. Donc là, ça va m'ouvrir le GitHub de JuiceShop. Et j'ai exactement la ligne précise où j'ai ma faille. Donc là, c'est un directory traversal. Ça veut dire que je peux changer l'endroit, par exemple, où j'écris mon fichier, où je peux le lire. Ça permet d'avoir accès à plus de fichiers que normalement prévus dans le système. Et donc, c'est pas une bonne pratique. Et ça m'explique pourquoi, les patterns qui sont nécessaires et des références de l'OWASP sur ensuite comment corriger. Donc moi, je trouve que c'est un outil super pratique et qui me permet de trouver déjà plein de failles dans mon code. Et quand je vais faire un go-NC sur les projets dans mon entreprise, c'est souvent une des premières choses que je fais, ou chez un client. Première chose, c'est je lance ça. Au moins, ça me donne une idée du niveau de l'application. Est-ce qu'il y a des failles très courantes ou pas? Alors c'est trop cool, mais le problème, c'est qu'il y a quand même quelques faux positifs et aussi qu'il n'y a pas les failles métiers. Donc, j'ai pas résolu mon problème de mon contrôle d'accès, parce que le contrôle d'accès, c'est souvent très lié au métier. Cette application, elle ne va pas pouvoir me dire si modifier le prénom d'un utilisateur,
C'est quelque chose qui doit être réservé à l'utilisateur lui-même, aux admins, à tout le monde, il n'en sait rien. Donc, pour ça, nous, ce qu'on utilise, c'est le QRQC. C'est un outil Lean dont je vais vous parler, et ça permet d'apprendre de ces failles pour éviter leur reproduction. Donc, l'idée, c'est on va étudier l'état du système et trouver les failles en ayant à la fois les connaissances métiers, les connaissances des développeurs et les connaissances de sécurité. Pourquoi ? Parce que, donc, c'est fou, mais moi je suis sûre que dans vos applications, vous avez tous quelques idées de trucs que vous avez codés qui ne sont pas forcément idéaux et qui peuvent être améliorés. Moi, quand je vais faire un go NC sur les projets, justement, j'aime bien justement qu'il y ait des développeurs avec moi, qu'il y ait toute l'équipe, parce que on va apprendre ensemble de leur code. Et en fait, quand je leur demande « Est-ce que vous avez une idée d'un truc bizarre dans votre application ?» Très souvent, il y a déjà une première idée. Et parfois, elle est fausse, parce que parfois, ils vont me dire « Ah, la façon dont on a codé cette page, on trouve que c'est un peu étrange. » Et on va regarder, et en fait, c'est pas gênant. En tout cas, il n'y a pas de problème de sécurité derrière. Donc ça permet de les rassurer. Mais il y a quand même, je pense, plus de 50% des fois où des développeurs m'ont dit « Cette partie me semble bizarre » et où je suis allée regarder, et effectivement, c'était bizarre. Un webhook où on ne vérifie pas correctement la clé d'API, des secrets qui sont mis dans le code et qui sont récupérables. Enfin, plein de petites choses comme ça, où en travaillant ensemble, on arrive à aller plus vite et aller plus loin. Donc, le QRQC, qu'est-ce que c'est ? C'est un outil Lean. Donc la méthodologie Lean, c'est une méthodologie qui a été inventée dans les usines Toyota. Et l'idée du QRQC, c'est quand on a un bug ou une faille de sécurité, eh bien, on va aller regarder réellement ce qui s'est passé. Donc le lieu réel ici, et la pièce réelle, le lieu réel, ça va être l'environnement du développeur, la personne qui a codé cette faille. La pièce réelle, ça va être le bout de code, vraiment comprendre à quel moment ça a été écrit, pourquoi, dans quelle user story ça a été écrit. Et les données réelles aussi, on va aller regarder les logs, par exemple. Est-ce que ça a été exploité ? Est-ce qu'on a de la donnée dessus sur quand ça a été mis en place, il y avait tel problème qui a nécessité que cette faille soit introduite, même si on ne se rendait pas compte que c'était une faille. Qu'est-ce qui a fait qu'on a mis ça en place ? Donc, qu'est-ce que ça veut dire QRQC ? Donc, ça veut dire Quick Response Quality Control. L'idée, c'est d'aller donc répondre à notre problème et ensuite faire de la qualité derrière. Donc, on va d'abord identifier notre problème, notre faille de sécurité. On va aller la caractériser. Qu'est-ce que c'est comme type de faille ? La corriger ensuite, évidemment. L'objectif, c'est pas de laisser notre faille en prod. On veut tout de suite corriger. Mais on ne va pas s'arrêter là. C'est pas parce qu'on a corrigé notre faille de sécurité qu'il n'y a pas la même ailleurs, ou qu'il n'y a pas quelqu'un qui va refaire la même chose dans 3 jours. Donc l'objectif, c'est aller creuser les causes racines, comprendre comment ça a été mis en place, mettre en place des actions correctives à plus grande échelle, et capitaliser, donc partager à l'ensemble des équipes ce qu'on en a appris. Donc il y a eu des très très bons résultats dans l'industrie, parce qu'évidemment ça vient de Toyota, donc ça a été implémenté d'abord dans l'industrie. Donc voilà, ça c'est Valeo, ils ont atteint 0 défaut sur certains de leurs sites. Et Safran, ils ont travaillé beaucoup sur leur taux de livraison et sur la qualité des produits. Et ils ont aussi vu des nettes améliorations depuis 2011. Donc de notre côté, comment on fait ça ? On s'est fait un petit template. Comme ça nous évite la charge cognitive de repenser qu'est-ce que c'est le QRQC. Donc l'idée du QRQC, ça va être d'écrire notre défaut, avoir le code réel, le lieu réel, l'endroit où s'est produite la faille. Et ensuite, on va analyser donc 2 causes différentes. Ça va être pourquoi ça a été introduit. Au moment où ça a été introduit, est-ce que c'est un développeur qui n'avait pas la connaissance que c'était une faille ou que c'était une donnée sensible ? Et aussi, pourquoi ça n'a pas été vu ? Parce qu'il y a vraiment 2 choses à chaque fois dans ce qu'on fait, dans notre quotidien. Il y a le moment où on code. Donc effectivement, là, j'introduis ma faille. Mais il y a aussi, derrière, on a une CI, on a des gens qui relisent notre code. Et donc, pourquoi on a même des testeurs après en pré-prod, etc. Pourquoi cette faille, elle est allée de
mon IDE, là où j'ai codé, jusqu'en prod. On va prendre des exemples concrets. Donc, par exemple, j'ai une faille de contrôle d'accès sur mon projet. C'est quasiment hypothétique, mais ça se rapproche de beaucoup de réalité. Et donc, on va zoomer sur chacune des parties. Donc, d'abord, j'explique mon cas réel, qu'est-ce qui s'est passé du point de vue de mon utilisateur. Donc là, ma faille, c'est en tant qu'utilisateur, je peux changer le compte de n'importe quel utilisateur sans être connecté. Donc je vais pouvoir faire une requête qui va changer, par exemple, le prénom de quelqu'un d'autre. Ensuite, on se dit, OK, donc ça, c'est ma faille. Pourquoi c'est le cas? Là, on va aller regarder l'AMR et on va même aller regarder spécifiquement le code. Donc on regarde, ça, c'est le code qui a été écrit. Et en fait, donc, en Spring, mais ça pourrait être le cas avec d'autres frameworks, eh bien, normalement, quand on gère dans mon projet le contrôle d'accès, on met une annotation pré-authorize et on précise qui a le droit de faire cette action. Donc là, j'ai une fonction creator update user et donc il aurait fallu préciser, par exemple, soit que seul l'utilisateur lui-même avait le droit de changer ces informations, ou peut-être qu'un admin avait le droit de changer. Ça, après, comment on corrige la faille, derrière, c'est le moment où vraiment on se pose la question métier de c'était quoi la bonne pratique. Donc on va aller creuser nos causes, pourquoi ça a été introduit. Donc dans notre cas, Justine, elle a copié la fonction de création d'un compte utilisateur et elle n'a pas vu d'annotation pré-authorize, donc elle n'y a pas pensé, elle n'a pas pensé aux annotations nécessaires. Effectivement, la fonction de création, elle était accessible à tout le monde et c'était tout à fait normal, n'importe qui pouvait se créer un compte sur cette application. Mais par contre, modifier un compte, c'est pas du tout la même chose. Et donc, ce qu'on se dit comme contre-mesure, c'est on va ajouter une annotation explicite pour que, quand il n'y a pas de pré-authorize, on mette quand même un pré-authorize. Donc, ça, c'est un truc qui existe de base dans Spring, le permit all. Et donc, on permet à tout le monde d'utiliser cette route. Donc là, on va se dire, moi, je suis allé repasser sur les contrôleurs, notamment le contrôleur de création de compte, et j'ai mis un pré-authorize permit all. Et aussi, notre PO, du coup, il n'avait pas précisé dans le ticket s'il fallait être authentifié, s'il fallait avoir des droits administrateurs, qui pouvait modifier ce compte. Et donc, on va aussi le former, on va le partager, ces apprentissages. Et on va même les partager à l'ensemble de l'équipe, parce que en backlog refinement, probablement qu'aucun développeur s'est posé cette question de qui avait le droit d'accéder à cette route. Et donc ensuite, on va se poser la deuxième question, qui est pourquoi c'est arrivé jusqu'en prod? Donc, pourquoi c'est arrivé jusqu'en prod? Le contrôle d'accès, il n'est pas vérifié en fait, sur les différentes routes dans notre application. Il n'y avait pas de test. Et donc, là, Justine, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a ajouté un test sur cette fonction spécifique avec une 403 si l'utilisateur n'est pas authentifié, par exemple. Et en plus de ça, nous, on est allé plus loin et on s'est dit, mais comment on va faire pour éviter que ça arrive sur toutes nos routes? Parce que peut-être qu'ailleurs dans notre code, il y a un endroit où il n'y a pas de pré-authorize, et on ne le sait pas, et on n'y a pas fait attention. Et peut-être que demain, quelqu'un va rajouter une route et ne va pas ajouter de pré-authorize, et donc ne va pas se poser la question. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a ajouté un test pour vérifier qu'il y avait bien un pré-authorize sur tous les contrôleurs. Donc ça ressemble à ça. Les fitness tests, c'est des tests qui permettent de tester la structure de notre code. C'est comme ça que ça s'appelle. Et donc là, on va vérifier que toutes nos routes sont sécurisées en vérifiant que tous nos contrôleurs sont sécurisés. Ça veut dire ont l'annotation pré-authorize. Et ça veut dire déjà que demain, si un développeur code une route sans pré-authorize, il va avoir directement un fail dans sa CI. C'est arrivé 3 fois depuis qu'on a mis ce code en place. Donc ça nous montre quand même que c'est très pertinent. Et en plus de ça, s'il met un pré-authorize permit all, par exemple, ça va faire aussi que dans la code review, par exemple, les gens vont plus se poser la question. C'est pas du tout la même chose de pas du tout avoir d'annotation et d'avoir une annotation qui précise explicitement que c'est autorisé pour tout le monde. Donc ça permet quand même aussi d'améliorer ce niveau de code. Donc c'est le QRQC, comment ça marche. Et du coup, grâce au QRQC, nous, on a aussi déjà pu créer différents outils
Donc il y avait cette petite fonction qu'on a mis dans notre code, mais on a aussi testé d'autres outils. Donc par exemple, moi sur mon application, sur mon projet, j'ai 436 endpoints. Alors je peux vous dire que c'est beaucoup. Et que la flemme de les passer à la main tous pour aller vérifier les pré-authorize. Et donc, j'ai développé un petit outil qui permet de visualiser rapidement toutes mes autorisations. Donc ça me sort juste un tableau HTML. C'est accessible, hein, enfin je l'ai mis en open source. Et donc comme ça, on peut se poser la question. Et en plus, ce qui est encore mieux, enfin ce que nous on fait sur notre projet, c'est qu'on le fait avec le métier. Et donc comme ça, on peut vraiment se poser la question. Souvent, nos endpoints, ils sont à peu près bien nommés. Et donc on comprend ce qu'ils font. Et donc on peut se poser la question avec le métier. Est-ce que c'est normal que pour chercher tous les clients, un user et un manager puissent le faire? Est-ce que c'est vraiment pertinent, par exemple, qu'un user puisse le faire? Si vous êtes sur Facebook, oui, c'est pertinent. Si vous êtes sur je ne sais quel, sur un autre truc où il n'y a pas besoin de chercher tous les utilisateurs, du coup, c'est pas pertinent. Donc c'est vraiment le contexte métier qui va vous permettre de définir est-ce que c'est pertinent chaque rôle. Et ça remet s'il n'y a pas d'annotation pré-authorize. Donc nous, c'est plus le cas sur nos applications, mais ça peut toujours être utile sur d'autres applications. Du coup, comment ça marche? Ça utilise un abstract syntax tree où on va parcourir depuis le fichier POM l'ensemble de notre code et trouver toutes nos annotations, vérifier est-ce que ces annotations, c'est des contrôleurs, est-ce que on peut récupérer du coup, on récupère cette annotation, on récupère les annotations, et on regarde ensuite est-ce que cette annotation c'est un pré-authorize et est-ce que ça vient du Spring Framework Security. Pourquoi j'ai ajouté ça? Parce que j'ai eu une fois un développeur qui a créé une annotation pré-authorize en pensant que c'était la bonne solution, ce qui n'était pas le cas. Donc voilà. Et donc dans Spring, d'ailleurs, il y a d'autres manières de faire du contrôle d'accès. Il y a aussi les annotations secured et les annotations roll the load. Et donc depuis, je les ai rajoutées parce que ça, c'était sur mon projet avec mon client, mais on avait d'autres projets en Spring, et donc qui n'utilisaient pas forcément le même standard de contrôle d'accès, et donc ça a permis qu'ils puissent aussi l'utiliser. Donc ça peut être aussi le cas chez vous si vous utilisez ce genre d'annotation. Donc maintenant, si on a nos routes qui ne nécessitent pas d'authentification, on précise bien notre pre-authorize permit all, et sinon on précise bien notre pre-authorize avec le rôle qui est nécessaire pour nos utilisateurs. Voilà, on peut même mettre un commentaire. Bon, nous, on ne met plus trop de commentaires. Normalement, c'est censé être à peu près bien nommé. Mais pour les pre-authorize permit all, en général, on n'en met pas. Mais ça peut toujours être intéressant si c'est vraiment un cas spécifique métier. Donc, comme je le disais au tout début, chez Théodo, on ne fait pas que du Spring. On fait aussi du Symfony. Et alors, je sais pas, est-ce qu'il y a des gens qui font du Symfony ici? Ok. Que 2 mains. Ça fait pas beaucoup. Mais bon, en tout cas, sur Symfony, avec API Platform, quand on crée une entité, par défaut, ça crée l'ensemble des routes associées, enfin, si on précise que cette entité est publique. Et donc, si on ne met pas de contrôle d'accès, c'est hyper dangereux parce que ça veut dire que, par exemple, quand je crée mon user et que je rends l'entité publique, directement, ma route de delete, par exemple, elle est aussi publique. Et donc, on a aussi créé un petit outil qui permet d'aller vérifier ça. Donc, voilà. Et il se met facilement dans la CI. Voilà. Si vous avez des copains qui utilisent Symfony, sinon, vous pouvez aussi leur passer. Donc voilà, on a fait un petit script, je passe un peu parce qu'il n'y a pas trop de gens qui font du Symfony. Est-ce qu'il y a des gens qui font du Django? Ok, il y a aussi 2 mains. Non, il y en avait 2 quand même. Donc voilà, pareil, on a aussi, nous aussi on fait pas mal de Django chez Théodo, et donc on a aussi créé un petit outil parce que faille top 1 de l'OASP, et donc ça remontait énormément sur les sujets de sécurité. Et donc on a, pour accompagner nos développeurs et les aider, et on a trouvé plusieurs failles de sécurité en faisant passer ces outils. Et en plus, donc on essaye aussi de les diffuser, et j'ai plusieurs fois des gens qui m'ont dit « Ah, j'ai fait tourner sur mon projet, et j'ai trouvé une route qui n'était pas correctement, qui n'avait pas le bon contrôle d'accès. »
Bon, voilà, du coup, si vous en avez besoin, n'hésitez pas. Bon, je passe sur le numéro 2, qui est les cryptographic failures, parce que, en général, la bonne pratique, c'est utiliser des librairies qui le font pour vous. Vraiment pas faire soi-même ces algos de crypto et vraiment les laisser à des librairies standards assez connues. Actuellement, il y a plein de recos de l'OASP et ils utilisent beaucoup Bcrypt et Argon 2. Donc voilà, mais ça dépend de votre use case. En tout cas, moi, je vous déconseille de le faire chez vous. Vraiment, à moins que vous soyez des experts et que ce soit vraiment votre cœur de métier, il y en a qui font ça et c'est top. Mais sinon, le faites pas. Donc nous, on le fait pas du tout. Donc sur la partie injection, il y a aussi c'est un sujet que je suis en train de creuser beaucoup et où je suis en train aussi de peut-être faire une autre conférence. C'est les injections. Normalement, on dit qu'il n'y en a plus trop, parce qu'on est assez protégé. Mais par exemple, vos frameworks de front, normalement, ils vous protègent parce qu'ils font de l'encoding par défaut. Mais en fait, ça arrive quand même. Notamment, il y a une petite fonction qui existe dans React qui s'appelle dangerously set inner HTML. Et c'est ouf, parce qu'elle s'appelle dangerously. Et pourtant, je la retrouve quand même souvent chez des développeurs où ils ne se sont pas posé la question de pourquoi ça s'appelait dangerously. Et le pire, c'est il y a une semaine ou 2 semaines, je l'ai trouvé sur un projet. Donc c'était pas un projet React, je pense que c'était un projet Next, mais ils l'avaient utilisé parce que c'était dans la documentation. Donc c'était vraiment écrit explicitement dans la documentation. Donc voilà, on est en train de faire une PR pour essayer de corriger cette documentation et comprendre pourquoi ça a été fait. Mais en fait, les développeurs, ils ne sont pas du tout à l'abri d'être induits en erreur aussi par de la doc, par un article qui a été écrit par quelqu'un qui est de plein de bonne volonté, mais qui ne connaît pas les bonnes pratiques de sécurité et donc qui va pas indiquer la bonne voie et la bonne pratique. Et donc, on a développé un petit linter qui s'appelle RixSS et qui va justement préciser au développeur que dans ce cas-là, s'il veut mettre du code HTML directement dans son code, il peut utiliser la sanitisation qui va donc permettre d'enlever les parties dangereuses de son code. Comment ça marche derrière? Ça va aller analyser les différents nœuds du code et donc ensuite mettre est-ce qu'à chaque fois on a sanitisé ou pas? Est-ce que ma variable qui est dans la partie HTML, elle est safe ou pas? Donc voilà, donc ça a été fait sur différents projets, notamment sur Vue et sur React. Donc voilà, c'est aussi un open source et on le maintient du coup avec mes collègues parce qu'on l'utilise pas mal chez nous. Donc n'hésitez pas et si vous avez des retours aussi, avec plaisir. Il y a plein d'autres outils qui existent comme ça, qui ont été développés par plein de gens hyper investis, notamment des outils pour scanner les dépendances. Même, par exemple, NPM Audit, c'est un truc par défaut. Donc il y a plein de trucs de scan de dépendances qui sont faits par défaut. Je vous parlais des 50 CVE qui arrivent tous les jours. Heureusement qu'on a ces outils de scan automatique qui nous permettent de savoir si on est impacté ou pas. Donc il y a des outils de scan de code pour savoir si j'ai mis des secrets dans mon code. Il y a plein de choses. Donc voilà, n'hésitez pas à contribuer aussi à ce répertoire avec vos outils préférés qui peuvent être utiles pour les développeurs. Du coup, pour les key takeaways, donc il faut automatiser, c'est hyper important. Il y a plein d'outils qui existent pour automatiser. J'en ai parlé de quelques-uns, donc il y en a plein qui sont gratuits, il y en a plein qui sont payants aussi. Moi j'aime beaucoup SameGrep, mais ils sont en train de devenir de plus en plus restrictifs. Avant c'était une ligne de commande, maintenant il faut se créer un compte. Et bon, ils poussent pas mal maintenant à acheter leurs solutions. Il y a SonarCube encore qui est gratuit et qui permet c'est open source, on peut l'installer rapidement sur son projet. Donc moi c'est ce que j'utilise actuellement sur mon projet. Et après il y en a plein d'autres qui sont aussi payants. Il y a les GitHub Advanced Security, il y a Snyk, enfin bref, il y a plein de choses qui existent en tout cas sur le marché. En tout cas, moi je pense qu'il faut utiliser un outil d'automatisation et que ça peut pas marcher sans. Parce qu'il y a déjà trop de choses à gérer, il y a trop de pression du delivery.
Et ben, les développeurs, on a autre chose à faire que d'aller checker nos 50 CVE par jour et d'aller checker qu'il n'y a pas des problèmes partout, quoi. Et du coup, si on est accompagné, bah, ça marche beaucoup mieux. Le deuxième point, c'est donc il y a plein de failles qui existent. Le top 10, c'est des grosses catégories de failles. Et déjà, chaque brique contient plein de choses. Donc voilà, c'est dur de tout gérer. Et du coup, il faut avoir tous ces acteurs ensemble, avoir le métier qui a investi, qui comprend, en fait, vraiment leur partager qu'est-ce qui se passe dans notre application. Et ça marche pour plein de choses. Moi, j'ai toujours mieux travaillé quand j'expliquais à mon PO pourquoi mettre ma protection dans le front, ça marche pas, et qu'il faut la mettre dans le back. Et en fait, c'est marrant, mais si on lui explique ça, juste comme ça, il va pas trop comprendre. Mais si on lui dit, regarde, j'utilise Postman ou je fais un curl, et lui expliquer tout simplement ce que ça fait derrière, tout de suite, il est hyper investi. Et il n'y a pas longtemps, j'ai vu des gens qui mettaient des JWT dans des logs, par exemple. Et quand je l'ai dit au métier, évidemment, ils n'avaient aucune idée de ce que c'était un JWT, pourquoi c'était dangereux que ce soit dans les logs, qu'est-ce qui se passait. Et en fait, je copie-colle un JWT que je vois dans les logs, je le mets dans mes DevTools et je leur montre. Et là, je suis connectée à la place d'un de leurs utilisateurs. Là, il y a l'effet, un peu l'effet waouh, mais horrifié. OK, je comprends je comprends vraiment l'impact que ça a. Et ça, c'est super important, en fait, de montrer ça. Et pour ceux qui font de la sécu, c'est aussi hyper important parfois de le montrer aux développeurs aussi. Parce que l'impact, il est parfois difficile à vraiment comprendre et à vraiment mesurer. Je vous disais que j'avais trouvé des Dangerous C7 inner HTML sur des projets. Donc, quand je l'ai trouvé là dernièrement sur un de mes projets, les développeurs, ils ont dit « Ah, mais c'est bon, on est safe parce que c'est un truc qui vient de l'interne. » Et on allait creuser et ça venait pas du tout de l'interne, ça venait des commentaires qui étaient sur Google. Et donc, en fait, si quelqu'un mettait un commentaire sur Google avec du code malveillant, ça revenait dans leur application. Donc, voilà, en fait, c'est vraiment comprendre ce qu'il y a derrière, expliquer, montrer ce qui se passe. Le troisième point, c'est nécessaire d'analyser. Quand on trouve une faille, c'est une bonne nouvelle, en fait. C'est une super nouvelle de trouver une faille. Et du coup, après, il faut l'analyser parce qu'on ne veut pas qu'elle se reproduise. Donc nous, ce qu'on utilise, c'est notre petit template du QRQC. Il y a plein d'autres méthodes qui existent. Il y a des résolutions de problèmes, des post-mortem. Voilà, votre équipe a peut-être son propre moyen, mais en tout cas, il faut le faire. Et il faut se forcer à le faire. Parfois, c'est vraiment dur de se poser et de se dire « Ok, on va creuser ce qui s'est passé ». Mais c'est incroyable ce qu'on en apprend. Il n'y a pas toujours des actions énormes qu'on peut mettre sur nos projets, mais il y a au moins l'apprentissage qu'on peut partager dans nos équipes. Du coup, merci à tous pour votre attention. J'ai quelques petites annonces avant qu'on termine. Donc, je suis très chaud pour vos feedbacks. Du coup, dans une méthodologie de Lean, c'est l'amélioration continue. Donc, mon objectif, c'est aussi d'améliorer ce que je fais au quotidien et ce que je présente. Et donc, je serais hyper contente d'avoir aussi votre feedback. Vous pouvez aussi venir me parler à la fin. On écrit une newsletter avec des collègues où on raconte justement ces histoires qui sont arrivées, comment c'est arrivé et pourquoi ça a été fait. Par exemple, il n'y a pas longtemps, on a expliqué une faille qu'il y a eu sur des chatbots de santé de Microsoft, où on pouvait aller récupérer des données de santé de patients. Voilà, des petits trucs avec de l'intelligence artificielle. Elles sortent toutes les 3 semaines, donc n'hésitez pas à vous inscrire. J'ai créé un livre avec un de mes collègues qui s'appelle « Il était une faille », où on raconte justement, on fait une compilation d'histoires qu'on a réparties dans le top 10 de l'OASP, et où on donne vraiment des actions concrètes à chaque fois de comment ça aurait pu être corrigé, comment on aurait pu éviter que ça arrive. Ça sort en automne 2024. Voilà, si ça vous intéresse, ce sera avec plaisir. Et vous pouvez retrouver l'ensemble de mes slides ici ou sur la petite URL si vous n'arrivez pas à scanner le QR code. Voilà, merci beaucoup. Merci Marine, très intéressant. Est-ce qu'il y aurait des questions? Ah, c'était très clair.
Pas de questions? Bon, ben, on va aller à la pause. N'hésitez pas à venir me voir aussi. Voilà, je serais très, très heureuse de discuter avec vous. Merci.